Québec d'abord, avec vos animateurs Antoine Boucher-Paquet et Jean-Jacques Nantel. Bonsoir, chers auditeurs. En ce 14 février 2018, vous êtes à l'antenne de Québec d'abord avec Monsieur Jean-Jacques Nantel. Bonsoir, Monsieur Nantel. Et voilà, donc Monsieur Nantel, mes hommages ce soir. On va parler, j'ai quelques petits sujets pour vous, à vous soumettre de l'actualité. Donc encore une fois, Justin figure en bonne place dans notre palmarès. Mais aussi, bien sûr, lorsque nous passerons au volet, disons, plus théorique, j'essaie d'introduire les notions au fur et à mesure, de façon à ce que les gens se rendent compte que des notions, même s'ils sont théoriques, s'appliquent directement dans leur vie de tous les jours. Et dans le cas du Québec, la géopolitique, là, c'est une science qui est extrêmement forte, parce que ça démontre, surtout pour les indépendantistes, ça démontre que l'indépendance, c'est payant. Alors, parce que c'est des évidences. Là. Oui. Alors, quand on s'occupe de géopolitique, ça vaut la peine d'expliquer aux gens de quoi il est question, pourquoi on dit ça, quelle est la source scientifique de ce qu'on dit, puis ensuite l'appliquer au cas. Alors, c'est ce que je vais continuer à faire aujourd'hui, ce que j'ai fait dans les 3 premières émissions. Donc, juste pour récapituler rapidement sur la dernière émission, nous avions parlé d'effet de cuvette. Oui, je vais en reparler plus tard. Là. Excellent. Vous vouliez parler les premiers 15 minutes? Oui, n'hésitez pas, on fait juste... On introduit l'émission pour que les gens sachent de quoi on parle. Je vais faire moi-même le récapitulatif. Excellent. Rapide. Parfait. Des 2-3 premières émissions, puis ensuite pour que les gens qui n'étaient pas là comprennent d'où on vient. Bien sûr, bien sûr. Puis je vais continuer simplement sur le sujet qu'on avait abordé. Vous parlez de Justin Trudeau. Vous savez, un gouvernement, il y a quelqu'un qui a dit « Les rois meurent, les dynasties s'éteignent, mais la bureaucratie reste. » Les politiciens, c'est pas des gens qui sont absolument essentiels au fonctionnement d'un gouvernement. Il y a des pays où l'État a été complètement paralysé par des querelles politiques pendant des mois, parfois des années, et l'État continue de donner ses services, les écoles étaient ouvertes, les hôpitaux étaient ouverts, tout continuait à fonctionner, y compris la levée des impôts. Alors, parce que l'argent, ça fonctionne toujours. Alors, quand un homme politique prend le pouvoir, ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il prend le relais de celui qui est venu avant. Et un homme politique n'a pas besoin, l'État n'a pas besoin des hommes politiques pour fonctionner. Il fonctionne tout seul. Et ceux qui prennent les vraies décisions, ce sont les hauts fonctionnaires comme les sous-ministres, etc., qui font simplement que présenter au ministre les différentes options qu'il a à sa disposition. C'est pareil pour Trump aux États-Unis. Il tamponne finalement. Ben, il décide. C'est que là, c'est que normalement un politicien, puis ça c'est typique de Justin Trudeau, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se contente d'être là. Alors, si vous avez un politicien là, purement, comme Trudeau, ben, il se contente de suivre le courant, puis même d'accélérer le mouvement, parce que pour lui, le changement, c'est du progrès. N'importe quoi qui change, c'est du progrès. Une épidémie serait du progrès. N'importe quoi. Ça le dérange pas de pousser et d'accélérer le mouvement. Alors qu'un homme d'État, ça, c'est Lincoln qui a dit ça. Lincoln disait, la différence entre un politicien et un homme d'État, c'est que le politicien, l'homme d'État pense à la prochaine génération, alors que le politicien pense à la prochaine élection. Alors, c'est la vision est différente. Alors, le politicien, tout ce qu'il veut, c'est se faire réélire, il pense à sa pension, il pense à... C'est ça qu'il fait, Justin Trudeau. Alors, il ne faut pas s'étonner qu'ils disent des sottises. L'affaire, on entend parler l'autre jour, là. People Kind, là, c'était un exemple typique. Il pensait pousser, parce qu'il parlait à une femme féministe, il pensait pousser dans le sens, puis il s'est rendu compte que c'était complètement ridicule. Un homme d'État, je pense à Lincoln, qui a mis fin à l'esclavage aux États-Unis, mais qui a déclenché, son élection a déclenché une guerre civile. Je pense à un homme comme De Gaulle, qui s'est pas gêné pour venir au Québec pour dire « Vive le Québec libre », alors que tout le monde ne voulait pas qu'il dise ça, y compris les Français. S'est fait engueuler quand il retourne en France et il n'a jamais reculé. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, j'invite tout le monde à aller voir la conférence de presse de Charles de Gaulle à l'Élysée, où il rend des comptes face à justement tout le gratin français. Et c'est très, très, très éclairant. Très éclairant. Je crois que c'est un 14 minutes, 20 minutes peut-être. On comprend vraiment tout. Mao Tse-tung a dit un jour de Gaulle, il a dit, un homme comme ça peut seulement, un dirigeant comme ça, je parle de dirigeant, parce qu'il existait avant, un dirigeant comme ça peut seulement être créé par des circonstances historiques particulières. De Gaulle était inconnu à 50 ans. Oui.
Puis boum, il est devenu, il s'est battu à Londres là, quand il était dans la France libre. Puis Churchill voulait le tasser, Roosevelt le détestait. Tout le monde essayait de le tasser, il a réussi quand même à s'imposer. Il est revenu à l'État français. Bon. Alors, il y a des hommes d'État qui décident de changer le cours de l'histoire. Mais un État, c'est comme un gros Titanic avec un tout petit gouvernail. Ouais. Alors, quand vous tournez, vous l'avez vu dans Titanic, le film? Le gars, il dit, il tourne le gouvernail, puis ça bouge pas. Exact. Finalement, j'en ai parlé l'autre jour, finalement, le bateau finit par... Bon, c'est ça un chef d'État. Alors, le chef d'État n'en profite pas lui-même. Il fait des choses pour changer l'avenir. Il dit, il faut le faire. Les gens crient après lui, De Gaulle au Québec, vive le Québec libre. Bien sûr. On s'en fout. Ils s'en vont vers l'indépendance, ça va arriver un jour, vive le Québec libre, point. Puis Trudeau, Drapeau essayait de cacher les micros. Il voulait pas qu'il dise ça parce qu'il se rendait compte qu'il commençait à s'exciter. alors qu'il était tout à fait décidé à le faire. Il l'a fait calmement, il a même répété, vive le Québec, là, tout le monde a crié, vive le Québec libre, il voulait vraiment le dire, il l'a dit. Et voilà. Là, bon. Alors, un chef d'État, il dit, il faut changer la trajectoire, et il la change. Il tourne son gouvernail au maximum, en sachant que l'État va prendre beaucoup de temps avant de réagir. Mais dès que le mouvement est enclenché, les gens réalisent, c'était un grand homme d'État. On parle de Churchill, on parle de Tito en Yougoslavie. On se rend compte de la qualité du bonhomme quand ce qu'il a fait, où tout le monde était contre, ça a donné un résultat qui était positif. Tout à fait. Et ça, c'est très important. Là, je ne sais pas pourquoi je suis dans les citations aujourd'hui. Le ministre des Armements d'Hitler, qui s'appelait Albert Speer. Oui. Il dit dans un de ses livres, un jour, il se dirigeait, je pense, c'est vers la Pologne, c'est pas grave, là. OK, début de la guerre. Il est arrivé, Au début de la guerre? Pendant la guerre. Montre c'est sans importance. C'est pas important qu'il soit nazi, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle de sa citation. Il dit, il était dans un train, puis il est arrivé à une jonction où il y avait deux voies. Puis il dit, il a pris la carte, puis il a vu qu'il y en a un qui s'en allait en Pologne, puis l'autre qui s'en allait en Espagne, je pense. Puis il dit, il y a juste un homme qui a juste poussé un petit bouton pour faire varier la rail. On appelle ça dans l'échangeur. L'aiguillage. L'aiguillage, c'est ça, l'aiguillage. Puis juste le petit mouvement, quelques newtons, quelques calories qu'il a mis, il dit, ça a fait qu'au bout du chemin, j'étais en Pologne au lieu d'être en Espagne. Ouais. C'est intéressant comme remarque, ça. Et c'est ça qu'un chef d'État fait. Et c'est précisément ce que ne fait pas Justin Trudeau. Justin Trudeau était célèbre avant de naître. Ouais, il s'est servi de ça. Son père, d'ailleurs, a dit qu'il l'avait présenté à toutes sortes de monde, Fidel Castro, l'Aga Khan, enfin, tout ce qu'il a pu. Il avait voyagé à travers le monde, il a rencontré... c'est ça. À chaque fois qu'il amenait ses fils pour créer, s'il voulait le faire, un avenir politique. Puis Justin en a profité. Mais Justin, tout ce qu'il fait, c'est qu'il suit le courant. Alors, c'est pour ça qu'il dit toutes sortes de conneries. Alors, vous m'aviez parlé, on s'est parlé l'autre jour, vous m'avez dit... il y avait le problème du contrat d'hélicoptère qui a été cancellé. Voilà. Bel hélicoptère. Pour mettre les gens en contexte, il s'agit d'un contrat avec le gouvernement philippin qui date de 2012, donc sous l'ère Harper, mais qui a été, mis sur la glace ou sur la sellette plutôt par le gouvernement Trudeau tout récemment. Et le gouvernement philippin, bon, il faut quand même dire la cause invoquée, les droits de l'homme. Donc, bien sûr, on l'utilise à toutes les sauces, à celle-là aussi. Les droits de l'homme en Philippines, le gouvernement philippin, bien sûr. Beaucoup de gens se questionnent sur sa lutte au narcotrafic. C'est une guerre plutôt sale, comme toutes les guerres, bien sûr, mais il semblerait qu'il utilise vraiment des moyens très, très, très répressifs. Et les terroristes dans le sud du... Et voilà, des terroristes affiliés à l'État islamique. Ah oui, évidemment. Quand même. Donc, bon, ça là-dessus, c'est plutôt ironique du fait que Justin Trudeau, au nom des droits de l'homme, dise qu'il y a des chances que le gouvernement philippin utilise les mêmes hélicoptères pour attaquer le groupe islamique, le groupe État islamique, que le Canada lui-même est censé combattre au Moyen-Orient. Enfin, il faut le dire. Donc, là-dessus, je crois que vous vouliez... Bon, bien sûr, je vous laisse continuer. C'est parce que je parlais de Justin Trudeau qui fait simplement que suivre le courant, mais sans faire d'erreurs. Pour lui, faire des erreurs, c'est aller trop loin. Ouais. Il faut rester dans le petit corridor, c'est comme un train sur ses rails, il ne faut pas sortir. Alors, ce qui est arrivé, c'est très intéressant de comparer le fameux contrat d'Arabie Saoudite qui était de 12 milliards, je crois, l'Ontario, une compagnie ontarienne. Oui, les blindés. Les blindés. À London, Ontario. Et des blindés
Des armes, ben, je suis désolé, mais des armes, ça sert à tuer du monde. Exact. Bon. Alors, quand on vend des armes, faut pas s'étonner à ce que ça tue du monde. Bon. Alors, il y avait un gros contrat de 12 milliards, je crois, pour l'Arabie Saoudite, des blindés. Et l'Arabie Saoudite, on le sait, là, ils respectent pas rien, ils respectent personne, ils respectent pas les droits de l'homme, ils respectent pas les travailleurs immigrés. C'est moins qu'on puisse dire. Si vous êtes un chrétien, vous vivez pendant 40 ans en Arabie Saoudite, quand vous mourrez, il faut sortir le corps. C'est comme ça, là. C'est fou, là. Il y a pas de cimetière chrétien en Arabie Saoudite. Alors, les travailleurs étrangers se font voler, littéralement volés par les employeurs en Arabie Saoudite. Ces gens-là travaillent presque pas, c'est des parasites. Alors, simplement parce qu'ils sont assis sur du pétrole, puis ils ont développé toute une mentalité qui ils basent ça sur la religion, mais ça n'a rien à voir, là. C'est parce que c'est des nomades. Les nomades ne travaillent pas, hein. Ouais. Alors, c'est des descendants de nomades, ils sont habitués de faire ça. Ils vont chercher les ressources ailleurs. C'est ça, des esclaves dans le temps. Puis l'esclavage a été interdit en Arabie Saoudite en 1967. Wow. 1967. Oh, l'année de l'Expo. Ouais. Et bon, ça donne une idée, là. Mais évidemment, c'était devenu un esclavage un peu plus à l'eau de rose, mais c'est de l'esclavage. J'ai rencontré un esclave, moi, au moins un, peut-être deux, au Soudan en 1980. Oui. Ça existait encore. En tout cas, tout ça pour vous dire que c'est la mentalité nomade. L'islam, c'est juste rajouté par-dessus ça. Mm-hmm. Mais le résultat, c'est que ils vendaient des blindés à l'Arabie Saoudite. Ouais. Mais c'était l'Ontario qui fabriquait ça, c'était 12 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mm-hmm. Alors, ils n'ont pas questionné, personne questionne les droits de l'homme de l'Arabie Saoudite, alors que c'est eux qui financent les extrémistes. Bin Laden, ceux qui ont attaqué le 11 septembre, ouais. Ils venaient d'Arabie Saoudite. Ils étaient presque tous saoudiens, ouais. Combien il y était, je me souviens plus. En tout cas, il y a la majorité. Mm-hmm. 4 avions, 20, en tout cas 19, il était 19. Fait que il y en avait, je pense, c'est 15 sur 19 qui étaient saoudiens. Fait que c'est dans leur mentalité, les histoires d'assassiner, puis de les bombes, puis attaquer, puis contre le... Mais ils questionnent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont du pognon, ils ont du cash. Alors Trudeau n'a jamais mis ça en doute, alors qu'on sait très bien qu'ils utilisent leurs armes présentement au Yémen pour tuer un paquet de monde. Le pétrole en Arabie Saoudite, c'est dans la région, il y a des chiites. Oui. Qui sont plutôt du côté de l'Iran. Tout à fait. Alors, ils se font réprimer, puis c'est là qu'il y a le pétrole. Fait qu'ils vont à tour de bras. Il y a aussi la guerre au Yémen. Au Yémen, ils utilisent les armes, non les armes qu'on a données au Canada. Exact. Quand on vend des armes, là, cette année qu'il y a quelqu'un qui meurt, c'est un peu hypocrite. Hein? Ah, ben là, c'est le moins. Alors, mais il n'y a pas remis, jamais personne remet en question, comme Trump a été vendre, puis il n'était pas le premier, Obama fait pas, tout le monde fait ça, ils vendent des armes à l'Arabie Saoudite parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup d'argent. Mm-hmm. Bon. Alors, puis ils ne questionnent pas. Alors que c'est une dictature à l'état pur. C'est des primitifs c'est incroyable. Ouais. On parle de cheikh. L'Arabie Saoudite, c'est le seul pays au monde qui porte le nom d'une famille. La famille Saoud. C'est fou. Mais c'est des affaires de primitifs qui datent on ne sait pas de combien de milliers d'années. Puis, il n'y a pas question de droits de l'homme puis de démocratie. Ça, c'est très bien parce qu'ils sont puissants. Mm-hmm. Alors, si je ne me trompe pas, pour complément d'information, disons, je crois que l'Arabie Saoudite a été créée par l'aide britannique, de mémoire, lors du démantèlement de l'Empire ottoman. Oui, il avait fait la promesse aux Arabes que c'est l'histoire de Laurence d'Arabie. Oui. Il était sur l'aile droite de Allenby, qui envahissait la Palestine, qui remontait vers la Turquie. Puis ils se sont servis de... Comment ça s'appelait, la Laurence d'Arabie, pour faire l'invasion qu'on voit là, dans le film, la Laurence d'Arabie. Tout à fait. Alors, ils ont envahi jusqu'à Damas, ils ont pris Damas, puis quand ils ont pris Damas, ils leur avaient fait des promesses, on va vous donner toute la zone arabe. Quand la guerre a été finie, c'est comme nous autres, les référendums. Hein? Avant les référendums, on vous aime, tout ça, puis après, là, ils nous menacent de tous nous tuer dans des guerres de partition, ou Trudeau qui vient nous voir 2 semaines avant le référendum de 1980. On laissera pas, en français, on laissera pas le Canada anglais penser que tout est comme avant. Vous voulez des changements, on vous promet des changements. Votez non, ça va être un oui pour un nouveau Canada. On met nos sièges en jeu pour avoir des changements. Ils se revirent d'abord, l'année d'après, puis ils veulent le droit de veto du Québec. Tout le Québec en entier, y compris le Parti libéral, et contre ce qu'il a fait. Ils se mettent tout le Canada anglais, puis ça, c'est de la politique de petits politiciens cheap qui attaquent les faibles pour enrichir les forts. Bon. Alors, c'est ce qui est arrivé avec Justin Trudeau quand il a fait, il ne fait pas critiquer l'Arabie Saoudite. Alors, on parlait de Laurence d'Arabie, fait que les Anglais avaient promis aux Arabes de leur donner puis quand la guerre a été finie, les Arabes n'étaient pas compétents. Parce qu'ils ne connaissaient pas ça, les usines, l'électricité, ils ne savaient pas comment fonctionnait un moteur. Alors, ils ne savaient pas comment, s'il y avait une panne électrique, le fil tombait à terre, ils ne savaient pas qu'il fallait mettre le fil, c'est un exemple, le fil sur un isolant
un isolateur. Ils savaient pas ces choses-là. C'était pas des ingénieurs. Fait que les Anglais, les Français, ont divisé le territoire comme ils ont voulu. L'accord Sykes-Picot. C'est ça. Qui est d'ailleurs revenu Roosevelt a rencontré le cheikh d'Arabie Saoudite, un des principaux, en 1942 sur un bateau américain. Puis ils se sont entendus. Il y avait du pétrole. Ils savaient qu'il y avait du pétrole. Beaucoup de pétrole. Le fameux le champ de Gawar. Alors, il a dit, écoute, on va vous laisser le pays, puis vous nous donnez le contrôle du pétrole. Puis il était content parce qu'il leur donnait des redevances. Puis petit à petit, les Arabes, ils sont éduqués aujourd'hui. En tout cas, on se fait voler. Fait que là, ils ont repris le contrôle dans les années 70. Mais ça a quand même pris 30 ans, quasiment 30 ans. Pour qu'ils reprennent éduquer une génération. C'est ça. Bien comme il faut. Alors, l'Arabie Saoudite, autrement dit, mais le point où on est parti de là, c'est que l'Arabie Saoudite est puissante parce qu'elle a du pétrole qui est essentiel aux économies modernes. Bien sûr. Qui va l'être encore pendant 30-40 ans au moins. Alors, ils ne questionnent pas le contrat de 12 milliards parce que ce qui est arrivé avec le contrat de Bell Hélicoptère, d'abord, c'est des hélicoptères. On peut mettre des mitrailleuses là-dessus, mais on peut également s'en servir pour aider les gens en mer, là, qui sont perdus en mer. Enfin, c'était même l'idée de base. C'est la raison évoquée par le gouvernement philippin. C'est ça. Mais ils achètent des avions, ils achètent des hélicoptères, pardon. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent avec. Ah oui. Puis pas savoir qu'on peut mettre des mitrailleuses sur les hélicoptères, ben il faut pas avoir vu la guerre du Vietnam, puis exact, fou, là. Bien sûr. La guerre du Golfe. Alors, ce qui est arrivé, c'est que Trudeau a seulement mis en doute les comportements du président Duterte par rapport aux droits de l'homme. Puis là, Duterte, les États-Unis, en passant, il a parlé des États-Unis et du Canada. Parce que pour le reste du monde, comme d'ailleurs pour les Américains, les Québécois ne savent pas ça, les Canadiens ne savent pas ça, quand les Américains parlent du monde étranger, ils parlent de tout le monde, mais pas du Canada. Oui, okay. Pour eux, c'est l'arrière-cour, puis ça va avec. Ah oui, le Canada. Alors que la plus grande relation économique, enfin, c'était comme ça jusqu'à il y a quelques années, la plus forte relation économique entre deux pays dans le monde, c'est entre le Canada et les États-Unis. Ça a peut-être changé au cours des dernières années, mais c'était comme ça il y a au moins 10 ans. Ça a été comme ça pendant ça a toujours été comme ça. C'est une question de proximité. Bien sûr. Vend des matières premières, puis eux, ils ont des industries. Fait que ça a toujours été. Puis le Canada, c'est un long pays de 5000 km de long, 300 km de large, collé sur les États-Unis. Économiquement, géographiquement, géopolitiquement, qu'on aime ça ou non, le Québec et le Canada font partie de l'Amérique du Nord. Bien sûr. On fait partie de l'économie nord-américaine. Et les Américains considèrent, parce que les Québécois ne savent pas, qu'il y a des actifs stratégiques au Québec. Importants pour les États-Unis. Tout à fait. Hydro, vous allez me dire? C'est Hydro-Québec, la baie James, qui fournit l'électricité c'est l'électricité du Québec. Oui. Mon frère travaille là-dedans, puis il faut toujours qu'il convainque les Américains que le système est sécuritaire, parce que les autres, ils en ont besoin de donner de l'électricité à leur ville. Fait qu'il n'arrête pas de venir, puis de poser des questions, puis d'exiger des nouveaux trucs. Ça coûte très cher à Hydro, mais c'est tellement rentable. De toute façon, ils montent le prix. Évidemment. Alors, tout le système électrique québécois, on est le seul endroit en Amérique du Nord jusqu'à maintenant, qui peut faire des réserves d'énergie. Partout ailleurs, c'est on produit, on vend. On produit, on vend. On produit, on consomme. Ici, on a les barrages, l'eau s'accumule derrière, ça fait une grosse réserve. C'est vrai. Bon, alors, système électrique du Québec, surtout la baie James, la voie maritime du Saint-Laurent, essentielle pour sortir vers l'Atlantique, même si ça a perdu de l'importance parce que la région des Grands Lacs, sauf Toronto, curieusement, la région des Grands Lacs est en décadence totale. Exact. C'est tout en train... Détroit, c'est je dirais l'archétype de ça. Hein? Ah, c'est une poubelle, Détroit. Mais Chicago, ça va de mal en pire. Chicago est la ville qui perd le plus de citoyens aux États-Unis, continuellement. La ville se vide. C'est une catastrophe, là. Avant, ça survivait bien parce que Chicago, on pourrait en parler à d'autres temps, c'est de la géopolitique. Oui. Chicago est situé à toutes sortes de zones de confluence. C'est très bon pour une ville. Oui. D'abord, être au fond des Grands Lacs, qui peut sortir gratuitement par Montréal, par le Québec. On se fait fourrer. Ils sont également à la jonction, sont juste à la division entre l'eau qui coule vers le nord et l'eau qui coule vers le sud. Ah oui, donc un peu comme au sommet du continent, si on veut. À la plaque continentale. Alors, par exemple, à la fin du lac Michigan, pas loin de Chicago, vous pouvez facilement atteindre le Mississippi qui descend jusqu'au golfe du Mexique. Oh. De plus, ils sont entre la zone industrielle des Grands Lacs, qui était auparavant l'une des plus fortes du monde, bien sûr, et la région des terres agricoles qui produisait une quantité de blé fantastique qui sortait par la vallée du Saint-Laurent, encore une fois. Bien sûr. Alors, Chicago est une bonne ville, mais là, toute la région des Grands Lacs, sauf Toronto, c'est curieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a de si riche? Politique oblige. Ah non, ils nous ont volé. Puis la raison pour laquelle Toronto s'en sort bien,
c'est qu'ils ont leur richesse plus la moitié de la nôtre. Ouais. Alors, j'en ai déjà parlé. Toronto, c'est une ville riche entourée de pauvres. De la semaine Montréal, dernière. c'est une ville pauvre entourée de riches. Exact. On a le seul territoire essentiel de tout le Canada et on est la province la plus pauvre du Canada en termes de revenus disponibles par habitant. Il y a quelque chose de bizarre, hein? Ah, Ça doit être la langue, ça doit être l'intelligence des Québécois, ça doit être le climat. Intellectuel. N'importe quoi d'autre, sauf la vraie raison. Ils nous ont envahis, ils nous ont volé. Exact. Bon. C'est des évidences. C'est pour ça que je dis que la géopolitique, c'est tellement évident. C'est des preuves évidentes. Il suffit de regarder. On se dit, ben écoute, non, c'est bien que tu vrai, ils nous volent. Bon. Puis que donc, c'est payant. Quand on est faible, on est pauvre. Quand on est puissant, on est riche. Ils sont puissants, ils sont riches. On est faible, on est pauvre. Voilà. Tout à fait. On c'est s'en démontré. pas sans... Bon, alors, tout ça pour en revenir. Je reviens à nouveau au truc des hélicoptères. C'est que les hélicoptères, Trudeau, il a juste mis en doute le comportement des... la raison pour laquelle j'avais parlé de ça, je disais que le Canada faisait partie des États-Unis. Là, je viens de trouver la jonction. Oui. Et que Duterte avait critiqué les États-Unis et le Canada à cause de ce que Trudeau avait dit sur les droits de l'homme en Philippines. Alors lui, dans sa tête, là, ils sont excédés par les interventions des États-Unis partout dans le monde. Puis le Canada, ça fait partie des États-Unis pour eux. Ouais. Fait que là, il a entendu une critique qui venait. D'ailleurs, c'est pas faux, parce que comme les États-Unis nous protègent, on a un seul voisin, les États-Unis, point. Ça s'arrête là. Oui. Alors, ils nous protègent de tout. Puis le parapluie nucléaire nous protège. Personne ne peut nous envahir parce qu'ils ne laisseront pas faire ça, etc. Puis on se permet de critiquer les États-Unis. Puis dans le monde étranger, ils disent autres, là, c'est tout un Nord-Américain. Puis les Canadiens, comme ils sont hyper protégés, ben ils se permettent d'en mettre, ils mettent une cerise sur le gâteau, ils en ajoutent. Fait que là, Duterte s'est choqué. Il a dit, tu m'en doutes, tu veux pas les vendre, tes hélicoptères? Garde-les. Je cancelle le contrat. Mais là, le problème, c'est que les hélicoptères sont faits au Québec. Fait que quand c'est l'Arabie Saoudite avec un truc de l'Ontario, ils marchent sur des œufs. C'est important. Puis ici, ben, ils prennent des risques pareils. Voilà. Puis là, ça risque de se multiplier, ça, dans le monde. Là, il y a plusieurs pays qui ont commencé à faire... Ben, ça fait longtemps qu'on fait ça. En Afrique, ça, c'est intéressant. Donc, on s'écarte un peu, mais c'est intéressant pour les gens de savoir. Les Africains disent que les Chinois viennent en Afrique, puis eux, il n'y a aucun petit fil qui est attaché au contrat. Ils viennent en Afrique et disent, vous nous donnez votre pétrole, on vous bâtit des hôpitaux, on vous bâtit des routes, c'est ça le contrat, on n'en a rien à foutre de massacrer tout le monde. Ouais. C'est votre pays, c'est non-ingérence dans les affaires intérieures. Or, aujourd'hui, la planète, c'est une unité. On ne laisse plus les gens massacrer, mais les Chinois le font. Alors, les Africains trouvaient ça très, très utile. Les dictatures africaines trouvaient ça très utile. Mais les populations africaines, si vous allez sur Internet, vous allez voir que les populations africaines ne sont pas du tout d'accord. Parce qu'ils disent, ceux qui souffrent des droits de l'homme, du non-respect des droits de l'homme en Afrique, c'est nous. Bien sûr. Puis ceux qui nous volent, c'est les dictatures. Alors, ils sont contre, puis ils disent de plus, les Chinois, tout ce qu'ils font, ils viennent en Afrique avec des Chinois. C'est incroyable, des gens travaillent à... ils n'emploient pas d'Africains, là. Ben non, aucun. Ils parlent pas Afrique, ils parlent pas français, anglais, les Chinois. Fait qu'ils parlent. Ils arrivent tous un groupe de Chinois, ils ferment, ils ont des buildings où vivent les Chinois, ils construisent l'hôpital. C'est le contrat. Ils donnent les clés aux Africains, ils prennent tout le monde, on s'en va au Mozambique, on va faire la même chose. Alors, le résultat, c'est qu'il y a 1 million à peu près de Chinois en Afrique, puis qui n'ont pas... Ça n'a pas d'effet sur la population. Mais c'est très utile pour les dictatures, parce qu'ils se débarrassent des petits fils qui sont accrochés après les contrats européens, là, les droits de l'homme, puis vous allez faire la démocratie, puis vous allez investir, vous allez couper des hôpitaux, vous allez faire ci, puis ça, puis là, ils disent, non, on est chez nous. Bon. Ouais. Alors, le résultat, c'est que ça va se multiplier dans l'avenir des trucs comme Duterte, parce que l'Occident tombe. Non pas qu'on tombe, on continue de croître. Mais les autres croissent tellement plus vite qu'ils prennent notre place. Le pouvoir relatif est mis en jeu. Puis là, il commence à être temps, là. Moi, j'ai toujours été contre. Les Québécois ont toujours été contre. Bien sûr. Moi, je dis souvent ça aux Arabes que je rencontre. Je leur dis, you, les boys! Les Québécois ont toujours été contre d'aller bombarder les Arabes dans leur pays d'origine. Voilà. Puis vous vous mettez avec ceux qui vont vous bombarder. Sous prétexte qu'on est blanc ou je ne sais quel... c'est la propagande fédéraliste qui fait que... Ils disent aux étrangers qui rentrent ici, les immigrants, ils disent, écoutez, c'est comme les nazis, c'est des nationalistes, c'est des patriotes. Puis l'indépendance, c'est une affaire de racisme, puis d'ethnie, puis le PQ dit rien pour contrer ça. Alors ils disent, non, c'est vrai que c'est des nazis, fait qu'aucun, on va se mettre avec les bons, les multiculturalistes, avec le gouvernement fédéral. C'est pas leur intérêt de vivre dans la province la plus pauvre du Canada. C'est pas moral de faire l'inverse de ce que... Vous savez, je l'ai dit l'autre jour, j'ai jamais rencontré un immigrant au Québec qui était contre l'indépendance. Ça n'existe pas, ça. Tous les immigrants, 100,0% que j'ai rencontrés, sont pour l'indépendance, dans leur pays d'origine.
Voilà. Ah, c'est bon l'indépendance, c'était bon, c'est débarrassé de nos parasites, on va rattraper l'Espagne, la France, l'Angleterre, les grosses jobs vont à nos nationaux. Ah là, c'est pas du racisme. Leurs jobs vont aux nationaux. Voilà. Au Québec, si on dit, comme il me disait dans le tiers-monde quand j'habitais là-bas, on sert nos gens d'abord. Si on fait ça au Québec, vous êtes des racistes, des nazis, puis là, ça, les conneries habituelles. Exact. La criminalité, la rectitude politique. Alors, c'est toute une façon d'expliquer aux immigrants. Puis les immigrants, comme il n'y a personne qui leur dit l'inverse, parce qu'ils veulent se faire élire, puis ils veulent passer pour des non-racistes au PQ, fait qu'ils augmentent. Ils disent la même chose que les libéraux, puis ils augmentent. Ah, ils font de la surenchère. La surenchère pour montrer que leur petite personne qui va être oubliée, complètement oubliée 2 ans après leur mort. Ah, évidemment. C'était tellement important, leur petite personne, qu'ils nuisent à leur peuple, puis ils planifient de détruire leur peuple en 30-40 ans. Oh, c'est bien ça. C'est de la folie. Et qui plus est, ils passeront même pas à la postérité. Non, mais moi, je dis souvent ça. Il faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais quand même dire ce que j'ai à dire. 5 minutes. C'est ça. Mais moi, je dis souvent... encore une fois, on a parlé de Lucien Bouchard l'autre jour. Oui. Lucien Bouchard, c'est quelqu'un que j'aime bien. Là, j'ai rien contre lui comme personne. J'ai contre ce qu'il a fait. Puis c'est pas ses qualités que j'aime pas, c'est ses défauts. Et il a eu peur, t'es peureux. C'est un gars qui a subi du bullying quand il était enfant, puis il a eu peur des gros yeux du Canada anglais. Il nous dit que c'est pas atteignable, 50%. Il l'a atteint, lui. Ah oui. Il y avait 55% au début de mandat, premier mandat. Imaginez. En début de 96. Il a eu peur. Il a gagné du temps, puis après, il nous a dit qu'il a réussi à faire baisser le pourcentage. Il avait le même pourcentage que Parizeau, hein. Ouais. À la deuxième élection du PQ, c'est le même pourcentage qu'à la première. On n'a pas le pourcentage, puis là, il s'est débarrassé de ça, puis après, il s'est sauvé. C'est ses défauts, c'est le bonhomme qui est comme ça. Et dans l'histoire, ça arrive une fois tous les 5 millions de vies qu'un homme ait la chance de faire quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Ouais. Faire quelque chose qui va marquer l'histoire. On parlait de Gaulle, on peut parler de Mao Tse-tung, qui a fait beaucoup de mal, mais en tout cas, il a marqué l'histoire. Tous les grands noms de l'histoire. Oui. Quelqu'un qui a dit l'histoire, c'est la biographie des grands hommes. C'est pas vrai. Marx disait, c'est le peuple, c'est entre les deux. Le peuple est très important, ce qui se passe dans le peuple, mais les grands hommes, c'est eux qui orientent le bateau, le gouvernail. Mais parfois, ne pensez-vous pas que le peuple génère les hommes dont il a besoin dans les circonstances particulières? Oui, mais ils sont là. Les grands hommes, ils sont là. On est 7,5 milliards. Ouais. Il y en a des grands hommes aujourd'hui. Là. Ils sont tout éparpillés dans la population, mais ils fabriquent des voitures, ils sont avocats. Quand il y a une crise, comme la crise entre 1929 et 1945, curieux, mais tous les peuples produisent des grands hommes, où les hommes qu'ils ont ils se mettent à la hauteur de la situation. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est tout à fait stupéfiant. Les gens qui sont sortis, là, Staline était un assassin tant qu'on veut, mais il était quand même quelqu'un d'important. Mao Tse-tung, Charles de Gaulle, Tito, Hitler, Mussolini, Franco, etc. Là, ça veut dire c'est partout. Et même dans le monde musulman, il y a eu des gens d'importance. On pense à Nasser, les grands leaders nationalistes. Ça, c'est après, mais effectivement, c'est ça. Oui. Ceux qui ont fait l'indépendance, c'est des gens qui étaient des nobody. Ouais. Puis là, il est arrivé quelque chose, une crise en Occident. L'Occident s'est autodétruit. C'est la guerre civile occidentale qu'il y a eu en Europe. Et voilà. Qui ont rappelé tous les immigrants qui ont envoyé partout dans le monde, Australie, Canada, venez vous faire tuer en Europe. Ouais. Puis là, l'Occident était faible. Puis là, il y avait un trou. Donc là, Ho Chi Minh est sorti, Nasser, puis ils sont tous sortis, Houphouët-Boigny, puis Léopold Sédar Senghor. Puis c'était des hommes de valeur qui se sont mis à la tête de là. Mais vous remarquerez une chose. Quand les immigrants disent que, par exemple, quand ils nous disent que les indépendantistes au Québec, c'est des extrêmes droites identitaires, c'est curieux, mais Nelson Mandela, qui voulait faire l'indépendance, qui voulait servir son peuple, sa race, son peuple, sa race. Pas les Blancs. Qui voulait... Non, c'est l'inverse. Exact. Lui, c'est pas de l'extrême droite identitaire. Puis Toussaint Louverture, c'était pas le gars de l'Haïti, là. C'était pas un identitaire, un extrême droite identitaire. Puis Bourguiba, non, c'était pas. Là, c'est au contraire, la tête de gauche. Fait que c'est toute une propagande qui a été lancée dans la population, notamment du côté des immigrants, qui nous nuit énormément parce que le travail a jamais été fait pour leur montrer que d'abord c'est mal ce qu'ils font, mal selon leurs propres valeurs à eux. Voilà. Pas mes valeurs à moi, c'est les mêmes, mais c'est sans importance. Moi, j'étais séparatiste, c'est pas important. Leurs valeurs à eux. Ils sont tous en faveur de l'indépendance dans leur pays d'origine. Ils devraient normalement être pour l'indépendance ici parce que c'est bien, parce que c'est correct, parce que c'est les mêmes arguments qu'ils ont utilisés pour faire leur propre indépendance. Deuxième des choses,
En professeur, je profite toujours de l'occasion quand je dis ces choses-là pour saluer bien bas et baiser les mains des 10% d'immigrants qui se joignent à nous, qui sont, je considère que c'est le seul groupe au niveau moral qui soit supérieur aux Québécois de souche au Québec. C'est le seul. Parce que c'est des gens qui, malgré leur communauté, malgré la propagande, disent non, ça a été bien chez nous l'indépendance, ça va être bien ici, on y va. Puis ils viennent de partout, surtout malgré le fait que il n'y a pas beaucoup d'avantages, même économiques ou politiques, à s'allier aux Québécois en ce moment. Ça, je suis en désaccord parce que, comme je disais tantôt, je comprends votre point. Mais dans le régime actuel, disons. Dans le régime actuel, mais l'indépendance, c'est payant. Moi, je ferais pas tout ce que je fais si j'étais pas persuadé. En fait, c'est pas quelque chose dont je suis persuadé. C'est un fait. L'indépendance, ça va être payant. Parce que j'ai fait les analyses, c'est ça que j'ai fait. C'est clair. Puis c'est des choses évidentes. Là. On va en reparler dans d'autres émissions. Mais c'est des choses, quand on met les faits sur la table, on se dit, écoute, c'est bien trop vrai, on se fait fourrer. Puis l'indépendance, c'est payant immédiatement. Dans les jours qui suivent la déclaration d'indépendance. Parce que le pétrole qui traverse le Québec, là, par centaines de milliers de barils par jour, là, on a juste à dire, dès qu'on est indépendant, tu nous dis combien de pétrole traverse, on n'arrête pas les trains. Bien sûr, on dit, tu nous dis combien de pétrole traverse, puis c'est 10 $ par baril. Il faut y aller mollo, là. Il faut pas brusquer l'économie. On peut commencer par 5 $, puis 6 mois plus tard, 10 $, puis monter tranquillement au niveau international, qui est, là, le baril est à 60 $. Au niveau international, doit être à peu près à 15, 17 $ par baril. Ordinairement, c'est 20%, c'est les ordres-là. 15%, 20%. Mais c'est beaucoup d'argent pour le Québec. Fait que ça, c'est payant immédiatement. Puis les coûts... Bon, mais quand on explique ça à la population, puis aux immigrants, ben là, on dit, tu fais quelque chose d'immoral, puis contre tes intérêts, ben là, il y en a... Ça va prendre du temps, ça prend du temps avant que les gens... une conversion, c'est toujours le même phénomène. Ça, c'est vrai au niveau du domaine religieux, au domaine politique, dans tous les domaines scientifiques. C'est qu'au début, le gars vous sort une affaire qui est dans le champ. Comme moi, ce que je disais quand j'étais arrivé au Québec. Je commençais à parler de ça, des droits de passage, tout ça. Puis, t'es un fou, t'es un radical, un extrémiste. Au début, Corjette, après, ils se mettent à rire. Tu parles des petits cons, il est tout seul à dire ça. Puis à un moment donné, quand on en parle plus, puis qu'ils se rendent compte qu'il y a de la vérité, là, ils se choquent. Et voilà. C'est Gandhi qui disait, au début, il rit de toi, après, il choque, après, il discute avec toi, puis après, tu gagnes. Bon. C'est ça, c'est qu'il y a un... Puis à un moment donné, il faut passer à un point, ça c'est une conversion, ça se passe dans le cerveau humain. Les gens mettent tout dans les balances, puis là, il y a un plateau qui penche dans l'autre sens. Et il dit, non, c'est vrai, il est bien que trop vrai. C'est bien que trop vrai, c'est Darwin qui a raison. Ou c'est le catholicisme qui a raison, parce qu'il découvre qu'il y en a un qui est mieux que la religion d'avant, parce qu'il prend le catholicisme. C'est une conversion. Pensez-vous sur ce sujet-là précisément, qu'il faille être bouleversé pour amorcer un changement, une conversion, disons? Ça aide beaucoup quand il y a une crise. Puis moi, je dis souvent aux gens, encore une fois, c'est contre-intuitif ce que je vais dire là. De toute façon, au Québec, c'est tout le temps pareil. Quand ça va bien, ça va bien qu'on fait l'indépendance. Quand ça va mal, ça va assez mal. On peut pas. Autrement dit, le principe de base, qui est véhiculé par le Parti québécois également, c'est que ça va coûter cher l'indépendance. L'indépendance, c'est une lubie, c'est une marotte, un luxe qu'on se paye qui va coûter cher. C'est un luxe qu'on se paye. Ça va coûter cher. Il faut faire des déficits zéro. Puis moi, je dis non. Même si c'est un gros déficit, tu fais l'indépendance, c'est payant. Tu vas payer le déficit. Moi, je pars du principe que j'ai démontré que c'est payant. Fait que c'est payant, puis c'est payant tout de suite à cause du pétrole. Ben là... Où est-ce qu'on signe? Où est-ce qu'on signe plus vite? Puis je le veux vite, mon référendum. Et voilà. Ah non, le référendum, il faut attendre. Pourquoi il faut attendre? Ah ben non, mais on va attendre 10 ans. Jean-François Lisée, on va attendre 2 mandats. Pas une goutte de salive pour l'indépendance, 2 mandats. Le mandat de Couillard puis le sien. Puis là, ben là, la CAQ va être élue, fait que là, c'est 3 mandats. Puis là, la CAQ va être élue, c'est 4 mandats. Puis après, ben les libéraux, ça fait 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 1000 ans, 10 000 ans, on reste là, on est correct, parce que c'est coûteux l'indépendance. C'est un caprice. C'est un caprice, on a plus de Français à Montréal. Avec ça, c'est des belles conneries, là. Puis comme je dis, si vous voulez savoir si l'indépendance est payante, demandez aux immigrants. Ils vont tous vous le dire que c'est payant. Bon. Alors, pour finir avec l'affaire des hélicoptères, Trudeau, il a simplement fait le con. Il a dit ce qu'il est habitué de dire, puis il en a rajouté. Puis là, ben, il n'a pas compris qu'il se passait quelque chose dans le reste du monde. Les gens sont tannés de ça. Les gens qui viennent de l'étranger pour leur donner des ordres dans leur propre pays. On est tannés au Québec de se faire dire des trucs par le Canada anglais. Ben, Duterte, il a cancellé le projet. Fait que le contrat. Fait que le problème est venu de là. C'est cette idée de toujours pousser dans la même direction. Puis... moi, je crois pas à Justin Trudeau. Pas parce que le gars est méchant, en passant.
C'est simplement un gars qui veut se faire élire, comme Lucien Bouchard, comme Pauline Marois. Tous ces gens-là, c'est des politiciens. Des carriéristes? Des carriéristes. Puis comme j'ai dit tantôt, le grand homme d'État, là, celui qui tourne le petit gouvernail puis qui attend que le Titanic tourne. Puis d'habitude, quand ça devient très, très, très bon, ce qu'il a fait, ben, il est déjà mort. Les gens, oh, quel grand homme, puis là, il change l'histoire. Là, c'est plus un salaud, puis un écœurant. Là, c'est un grand homme, puis là, tout le monde... Un visionnaire. Un visionnaire, hein. Ouais. C'est ça. C'est ce qui est particulier avec les humains, je trouve. C'est le fait que... bon, je crois que c'était... on va retourner dans l'histoire. Je crois que c'était Goebbels qui disait « Plus un mensonge est gros, plus c'est facile d'y croire. » Oui, c'est parce que c'est le principe que c'est tellement gros qu'on peut pas dire que c'est faux. Ça n'a pas d'allure. Il n'y aurait pas le front de faire ça. Exact. Puis j'en ai parlé l'autre jour. Hitler disait... Il dit ça dans Mein Kampf. Il dit... Ça m'avait frappé, parce que j'ai lu ça il y a longtemps. Mais parce que moi, j'ai lu ces livres-là. Oui. Pierre Péladeau, il disait... Ben, il faudrait les lire tous, je crois, parce que... en passant, c'est un fatras, le Mein Kampf. Ouais, mais je sais que c'est mal écrit. Je l'avais entamé, je trouvais ça imbuvable. C'est ça, c'est difficile. Elle laisse comme le Coran. Le Coran, c'est pas mal écrit. Les Arabes disent c'est très beau, c'est apparemment une belle sonorité. Mais c'est parce que pour un esprit occidental, c'est difficile à lire. Ouais. C'est bizarre, c'est pas comme nous on pense. Nous on pense de A à Z, puis eux, ben ils changent de sujet, puis c'est bizarre, des trucs le Dieu, puis les anges, puis le diable. Fait que c'est bizarre à lire. C'est un mental particulier. Ben oui, c'est difficile à lire. Mais apparemment, c'est très beau. La sonorité du Coran est très... En arabe, probablement. Parce qu'il faut que le Coran soit lu en arabe. Mais Mein Kampf, c'est un fatras. Il a écrit ça debout. Il était debout, puis il récitait, puis c'était son chum, là, Rudolf Hess, qui écrivait. Okay. Après, il lisait, puis il faisait les corrections, mais c'était pas lui qui écrivait. Puis moi, je sais que je t'écrivais, fait que ça prend... Moi, je travaille avec des fiches, mais ça en ordre. C'est le plus gros travail, c'est de mettre les idées en ordre. Alors, tout ça pour dire que... c'est ça, Hitler disait que la propagande, c'était dire la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, un mensonge. La vérité, la vérité, un mensonge. Ouais. Quand vous pouvez vérifier, c'est vrai. Quand vous ne pouvez pas vérifier, c'est faux. Fait qu'il disait, par exemple, il y a des Juifs qui ont signé le traité de Versailles. C'était vrai. Les Juifs commandent beaucoup des partis communistes. Alors, Marx était juif, il y avait Kamenev, Zinoviev, Trotsky, enfin, on les nomme, là, Rosa Luxembourg. C'était vrai. Beaucoup d'artistes qui sont pour la gauche, Thomas Mann, tout ça, c'est vrai. Ouais. Les Juifs conspirent dans les synagogues contre l'Allemagne. On peut pas vérifier. Ouais, donc, ça doit être vrai, parce qu'il a tout dit des vérités avant. Bon, c'était ça, c'est ça son truc. Je comprends. Alors, lui, il disait qu'il y avait de la bonne propagande pour servir, pour faire avancement. Ouais. Churchill disait, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Tout le monde ment. Bon, je vais vous faire part, chers auditeurs, d'un premier essai qu'on veut faire pour l'émission. Donc, nous voulons prendre vos appels. Donc, nous prenons les appels téléphoniques dans les 15-20 dernières minutes de l'émission. Donc, 2-3 appels. Bon, écoutez, je vais faire mon récapitulatif pour que les gens qui sont, c'est la première fois qu'ils viennent. Écoutez, ce que j'ai expliqué dans les premières émissions, c'est que notre univers, essentiellement, l'énergie, elle est rare, a tendance à se perdre, à se disperser. C'est une loi physique. Et ça a toutes sortes de conséquences sur les êtres humains, sur les sociétés humaines. Alors, pour aller rapidement, là, les êtres humains, comme tous les animaux, essaient toujours d'économiser l'énergie. Ils feront jamais de dépenses si c'est pas payant. Il faut toujours qu'il y ait un profit, parce qu'il faut toujours qu'on produise plus, qu'on consomme, parce qu'il y a tout le temps de la perte. Alors, un des effets de ça, il y a plusieurs conséquences. C'est que, par exemple, un pays, comme le Québec, par exemple, est organisé un pays naturel. Il y a des pays naturels, des pays artificiels. Un pays naturel, c'est un pays qui a une forme essentiellement de cuvette. Alors, le Québec, c'est un bon exemple. La géographie, c'est n'importe quoi, mais il y a des cas, beaucoup de cas, où un pays naturel est créé par la géographie, qui est quelque chose d'assez anarchique. Alors, au Québec, vous avez les Laurentides au nord, les Appalaches au sud, ce qui fait une espèce de cuvette qui descend au fond du fleuve Saint-Laurent et qui, lui, vient des Grands Lacs. Alors, ça fait un pays où les gens se développent en essayant toujours de rester sur le plat, c'est-à-dire dans le fond de la vallée. Et quand ils montent dans les régions, ils montent à vide, avec des camions vides ou sans avoir rien sur eux, et ils redescendent avec des matières lourdes, des matières premières lourdes. Ça, c'est la tendance généralisée qu'on retrouve dans le monde entier. C'est ça, la loi. Alors, cet effet de cuvette fait qu'il y a des pays qui sont naturels. Je pense à l'Égypte. Le Québec en est un cas. Un pays comme l'Islande, par exemple, ou le Japon, des îles. Bon, ça, c'est la première conséquence.
Deuxième conséquence, c'est que dans une société humaine ou animale, on a toujours une pyramide. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de proies à la base, un peu moins d'herbivores par-dessus parce qu'il y a de la perte d'énergie. Par-dessus les herbivores, quelques prédateurs. De notre côté. C'est pour ça qu'il y a des sociétés humaines. Les êtres humains, c'est plus avantageux d'avoir des professeurs, des forgerons, des chefs d'État, des policiers, que tout le monde essaie d'être forgeron, policier, chef d'État, ça peut pas marcher. Alors on coopère, ça fait donc un peuple qui devient de plus en plus efficace en s'installant près d'une rivière, parce que c'est plat, dans une plaine, parce que c'est plat, dans des villes, parce que c'est concentré, de façon à ce qu'on puisse tous travailler ensemble et produire le maximum d'énergie, le maximum de richesse. Bon. Maintenant, l'être humain, en passant ce que je viens de dire là, c'est également valable dans le monde naturel. C'est vraiment une loi. C'est-à-dire que dans le monde naturel, dans une jungle, c'est pas vrai que c'est la loi du plus fort qui domine, c'est la loi de la coopération qui domine dans le monde vivant. C'est-à-dire que tous les animaux, même les espèces différentes, collaborent ensemble de façon à créer le maximum d'énergie, ou plutôt, pour être plus précis, pour gaspiller le moins d'énergie possible. Il y a énormément de coopération. Quand vous allez dans une jungle, c'est un mélange inextricable de centaines de plantes, d'espèces, de toutes les espèces imaginables qui sont tout mêlées les unes avec les autres, qui s'attaquent pas parce qu'elles coopèrent. Les déchets de l'un servent de nourriture aux autres. Bon, maintenant, il y a un cas qui est arrivé, c'est le cas de l'être humain, qui, au cours de son histoire, a passé par différentes étapes. Parce que nous, on est intelligents, on a des mains. Alors, on a développé un langage. On s'est mis à coopérer, nous, en développement des technologies. Et au cours de notre histoire, il y a eu des révolutions technologiques qui nous ont permis d'accumuler des formes d'énergie, non pas de les supprimer. Alors, au début, on était des animaux, on vivait dans les arbres, on mangeait des noix, des petits insectes, des petites choses comme ça, des fois des racines. Par après, on a inventé des armes qui nous ont permis de descendre au niveau au niveau du sol, parce qu'on était des singes qui vivaient dans les arbres. Et avec les armes, on a pu tuer des animaux et manger de la viande. La viande, ça s'est additionné aux noix puis aux fruits qu'on mangeait. Par après, plus tard, on a fait la révolution du feu, qui a été la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. Il y a avant le feu, après le feu. Le feu permettait, c'est avec du bois. On a ajouté l'énergie du bois. Ça permettait de chauffer la nourriture, de lui donner plus de saveur, c'est-à-dire qu'on détruisait toutes les cellules des plantes, des animaux qu'on avait tués, et c'est pour ça que ça sent bon, parce que toute la nourriture qu'on peut consommer sort grâce au feu. On peut également chauffer des cavernes, on peut envahir le monde entier, parce qu'on peut aller dans des climats froids, on fait simplement un feu, puis on peut vivre. Ensuite, il y a eu la révolution de l'agriculture, où là, ce que les êtres humains ont fait, c'est qu'ils ont appris à éliminer les écosystèmes naturels et à les remplacer par des plantes que les êtres humains mangeaient. Alors, il y a eu l'agriculture et l'élevage, ça s'est augmenté. Alors, on avait toujours les noix, ce qu'on pourrait ramasser dans la nature, plus la viande qu'on avait avec les arbres, plus le feu, plus l'agriculture. Puis est venue la révolution urbaine, qui a été une révolution de l'information, c'est-à-dire que tous les agriculteurs avaient des petits centres, des petits villages où il y avait des maîtres, il y avait des forgerons, des gens comme ça. Et là, parce qu'il y avait plusieurs petits villages éparpillés, tout le monde faisait la même chose, ils s'échangeaient l'information, et là, il y a eu une révolution, et les êtres humains ont commencé à partager leurs notions. Là, c'est le début de la formation des peuples. C'est-à-dire qu'on met plusieurs villages ensemble, puis là, ça finit par faire un peuple, et les gens se mettent à coopérer. Mais ça ne détruit pas les peuples qui existaient dans les petites régions. Pensons par exemple au Québec, le lac Saint-Jean, ça reste un pays naturel, ça va continuer d'exister pendant des millions d'années parce que c'est là, c'est un résultat de la géographie. Après, on a eu, dans les derniers siècles, la révolution industrielle, où là, on a ajouté à toutes les formes d'énergie qu'on avait, l'énergie qui venait du charbon, du pétrole, du gaz, c'est-à-dire de l'énergie qui avait été accumulée par les plantes pendant des millions d'années. On s'est servi de ça pour faire tout ce qu'on connaît aujourd'hui, là, qui est extrêmement productif.
Et finalement, aujourd'hui, la révolution de l'information, au cours des 150 dernières années, là, on a appris à échanger les informations à travers la planète et tous les êtres humains se sont mis à travailler ensemble. Bon, tout ça pour dire que toutes ces révolutions-là nous ont permis d'accumuler différentes formes d'énergie, ce qui nous a permis, entre autres, j'en ai parlé tantôt, d'augmenter la taille des peuples. Alors, au début, c'était juste des tribus, après ça a été des peuplades dans des petits villages agricoles, ensuite ça a été des peuples, ensuite ça a été les continents, les civilisations, puis aujourd'hui, c'est la globalisation. Il y a un phénomène également que ça a fait, tout ça, c'est l'accélération de l'histoire dont je parlerai une prochaine fois, parce que ça, c'est vraiment un phénomène extrêmement important de nos jours, où les êtres humains sont complètement dépassés par les événements. On reste des animaux préhistoriques, des animaux tropicaux, et on vit à une époque où les choses vont beaucoup plus vite que ce qu'on peut assimiler. C'est très important par rapport à la crise qui s'en vient. Maintenant, je rentre dans le sujet d'aujourd'hui. Chose importante à retenir dans ce que j'ai dit, c'est que les sources d'énergie se sont accumulées et que les peuples, les groupes humains ont tendance à continuer d'exister dans les petits réseaux qui existaient au départ. Autrement dit, comment est-ce que les êtres humains, là je viens de vous décrire toutes les accumulations d'énergie, puis le fait qu'on commençait à communiquer les uns avec les autres, puis qu'on agrandissait le territoire de la coopération entre les êtres humains, comment est-ce que les êtres humains et les peuples interagissent? Ils ont deux façons principales. Il y a le commerce et la guerre. Le commerce, les historiens disent que la civilisation est fille du commerce. Je l'ai dit tantôt, quand on commence à communiquer avec la révolution urbaine, on envoie les messages. Toi, tu as découvert un nouveau silex, l'autre a découvert comment couper du bois de façon plus efficace. Tout le monde met ça ensemble. Alors, puis on fait ça par le commerce. Il n'y a pas de raison de franchir des montagnes comme les Appalaches si on va pas chercher quelque chose, si on produit pas un profit en allant faire du commerce de l'autre côté. Alors, si nous, on vend, par exemple, de l'hydroélectricité, la Floride produit des oranges, on a intérêt à se les échanger, parce que nous, on produit de l'électricité pas chère, puis eux produisent des oranges pas chères. Alors, tout le monde fait du gain avec le commerce. Et ça permet d'augmenter la zone de coopération pacifique où les gens s'échangent, tout le monde devient plus riche. La deuxième méthode, c'est la guerre. La guerre, ça c'est l'inverse, c'est la destruction. Alors, c'est simplement un principe de prédateur. Le commerce, c'est un principe de producteur, c'est-à-dire qu'on échange, tout le monde produit, puis on échange pour augmenter, par la coopération, la richesse de chacun. La guerre, là, c'est des gens qui se disent, on est plus fort, on va prendre une massue, on va assommer l'autre, puis on va lui voler ces choses. Ça détruit la civilisation. Mais ça reste un catalyseur. La guerre, souvent, déclenche, on l'a vu avec la Deuxième Guerre mondiale, ça déclenche des changements technologiques, sociétals, plein de choses qui changent à cause de la guerre. Alors, la guerre a également ça détruit beaucoup, mais ça donne naissance à quelque chose d'autre, notamment parce que, comme ça détruit les sociétés, les seules choses qui peuvent repartir par après, c'est les parties vraiment rentables d'une société. Alors, c'est, autrement dit, celles qui sont le mieux adaptées au monde où on vit. Maintenant, comment est-ce que les êtres humains se déplacent sur la planète? Ça, c'est intéressant de savoir que les êtres humains ont tendance à émigrer quand ils se déplacent. Ils ont tendance à émigrer dans un sens est-ouest. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce que c'est la même technologie, c'est les mêmes maladies, c'est les mêmes vêtements, c'est la même nourriture, ça a tendance à être les mêmes plantes. Alors, les êtres humains, quand ils se déplacent physiquement pour aller vivre ailleurs, notamment pour l'émigration, ils le font dans un sens est-ouest. Alors ça, c'est très, très commun sur la planète. Par exemple, l'URSS est un pays qui est très allongé dans le sens est-ouest. Le Canada est un pays qui est très allongé dans le sens est-ouest. Ça a 5000 km de long, 300 km de large, le long de la frontière américaine. Mais ça, c'est parce que les Canadiens anglais voulaient rester toujours à peu près, autant que faire se peut, dans la même bande climatique, puis c'était proche de la frontière américaine. Les Américains aussi ont fait la fameuse conquête de l'Ouest, d'Est en Ouest. Vous avez également toutes les Inuits se sont déplacés. Ils sont venus de Russie il y a très longtemps. Je me souviens plus, c'est beaucoup plus qu'un millénaire, 1500 ans à peu près. Ils sont partis de Russie, puis ils ont envahi l'Alaska, le nord du Canada, le nord du Québec, le Groenland. Les Vikings ont fait pareil. En fait, c'est très commun, ça. Les gens émigrent de préférence dans un sens est-ouest. Et quand ils le font dans un sens nord-sud, et ça, c'est très intéressant pour le Québec, c'est que les gens, d'ordinaire, on est des animaux tropicaux.
Le seul endroit où on peut vivre l'année longue en étant entièrement nu, c'est près de l'équateur, dans les tropiques. Or, quand les êtres humains ont été vivre dans les pays froids, comme l'Europe ou la Sibérie ou le Canada, c'était pour aller chercher de la richesse, parce que c'était bon, parce que c'était payant, il y avait des profits à faire. Mais le mouvement naturel, c'est du nord vers le sud. Et dans l'histoire, quand il y a des invasions, c'est du nord vers le sud ou dans le sens est-ouest, mais très rarement du sud vers le nord. Les êtres humains n'aiment pas beaucoup aller vivre au nord. Alors, dans le cas du Québec, là, les immigrants trouvent ça vraiment très, très froid. Mon ex-femme disait, elle répétait ce que beaucoup disent, au Québec, il y a 2 saisons, l'hiver et le mois de juillet. Quand il fait moins 40 à Montréal, là, qu'on se promène dans les rues, là, on dirait qu'il y a seulement des Québécois de souche, parce que nous, on est adaptés à ça, mais pas les immigrants. Alors, ils restent chez eux, ils surchauffent, ils ont un problème d'adaptation qui est très important. Alors ça, c'est très intéressant à savoir. Et une chose qui est intéressante par rapport au Canada, c'est que le Canada fonctionne de façon complètement inverse du bon sens que je viens d'expliquer, là, c'est du simple bon sens. Le Canada a une immigration aujourd'hui qui vient du sud vers le nord, qui est dans le sens inverse de ce qui est normal. Les êtres humains, nous, on va aller en Floride puis à Acapulco, là, ça c'est le côté naturel. On va aller vers la chaleur parce qu'on est des animaux tropicaux. Le fait de partir du sud, d'aller vers le nord, c'est parce qu'ils viennent vers la richesse, mais c'est pas le mouvement naturel. Dès que la richesse va s'être égalisée, le mouvement va être de nouveau du nord vers le sud. Deuxième chose qui est anormale au Canada, ça c'est encore une fois à cause de l'histoire, c'est le fait que le Canada s'est développé dans un sens est-ouest. C'est-à-dire que plutôt que de suivre le chemin normal qui va du centre d'un continent qui est surélevé vers les côtes, ce que toute l'humanité fait depuis des milliers d'années, depuis en fait plus que 10 000 ans, c'est une tendance naturelle. Je l'ai dit, on monte à vide, on redescend à plein. Ça, c'est le mouvement naturel. Parce qu'on fait des profits avec ça. On cède de la gravité, puis ça a l'air de rien, mais c'est très important. J'en ai parlé l'autre jour. Le simple fait que les 69 mètres entre Montréal et le lac Ontario, ça représente d'immenses fortunes, parce que il faut, dans le cas de la voie maritime du Saint-Laurent, par exemple, il passe plus que 100 000 tonnes par jour. Alors, 100 000 tonnes par jour qui montent de 69 mètres, c'est comme faire monter 100 000 voitures du niveau de la rue jusqu'au sommet de la basilique Notre-Dame à Montréal. C'est beaucoup, beaucoup d'argent, et c'est de l'argent qui se multiplie chaque jour, chaque mois, chaque année, chaque siècle. Ce qui fait que la tendance naturelle des êtres humains, c'est sûr que des fois ils montent dans les montagnes. Et d'ailleurs, ce que les Anglais ont fait quand ils sont arrivés au Québec, les Québécois aussi, les Français, c'est qu'ils allaient chercher la richesse qui était dans les montagnes, c'est-à-dire au Grand Lac, dans le Haut-Canada, et ils montaient, ça c'était pour aller chercher la richesse. Mais quand ils sont installés chez eux, ils sont devenus des Ontariens, des Albertains, là ils ne s'amusent plus à traverser les Rocheuses, parce qu'il y a du monde de l'autre côté qui habite la Colombie-Britannique. Alors les gens se mettent à suivre la géographie. Alors la géographie en Amérique du Nord, elle est toute de sens nord-sud. Ce qui fait que le Canada, qui a été développé de l'est à l'ouest, c'est-à-dire en remontant le fleuve à contre-courant, chez eux, en remontant, sont devenus des Ontariens, des Albertains. Là, ils s'amusent plus à traverser les Rocheuses en montant, parce qu'en traversant les Appalaches perpendiculairement dans le cas des États-Unis, ou en traversant les Rocheuses perpendiculairement, ça, c'est un mouvement anormal, qui fait qu'à très long terme, le mouvement naturel, qui est de l'ouest vers l'est, va se rétablir au Canada parce que c'est la façon efficace de faire des profits. Or, le Québec, comme je le dis souvent, l'océan Atlantique au Québec commence à Montréal puis commence à Saguenay. Ce qui fait que le mouvement naturel qui va finir par prévaloir, notamment à cause de l'indépendance, à la suite de l'indépendance, c'est de descendre du centre des continents vers Montréal. Or, si vous regardez bien l'histoire du Canada, vous allez vous rendre compte, je parle d'économie, vous allez vous rendre compte que l'Alberta, qui est très 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 loin dans l'ouest du Canada, près de l'océan Atlantique, Pacifique, pardon, à cause des Rocheuses, ils exportaient leurs grains par Montréal, qui est à l'autre bout complètement du Canada, 3 ou 4 000 km plus loin. Pourquoi? Parce que la pente descendait et ça coûtait pas cher de descendre la pente vers Montréal. C'est la même chose avec leur pétrole. Le fameux pipeline Énergie Est qu'on a réussi à bloquer, on n'a pas bloqué le pétrole, on a bloqué le tube. Il y avait presque autant de pétrole qui était censé passer par ce pipeline-là que par le pipeline Keystone XL, qui passe à travers les États-Unis, et par le pipeline Northern Gateway, les deux ensemble, combinés. Alors, ça donne une idée
du fait que l'économie a tendance, naturellement, géographiquement, géopolitiquement, à descendre du centre des continents vers Montréal. Montréal devrait être le centre, le grand centre peuplé, riche du Canada. Or, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que ça nous a été volé. La vallée du Saint-Laurent, ça vaut de l'or, parce que c'est de basse altitude, c'est court, c'est plat, c'est de basse altitude, je l'ai dit. Et on peut facilement passer par là pour atteindre notamment l'océan Atlantique, parce que vous pouvez partir de Montréal avec un bateau, ou à partir de Saguenay, par un bateau, vous descendez le Saguenay, et vous tournez à gauche, vous vous rendez jusqu'au Brésil, etc. Alors, c'est extrêmement rentable de vivre au Québec, c'est extrêmement payant. Pourtant, nous, ça nous rapporte un beau gros zéro. Ça rapporte au Québec zéro, mais ça rapporte des fortunes à l'Ontario notamment et au reste du Canada. Parce que ce qu'ils ont fait, la raison pour laquelle ils nous ont envahis, la raison pour laquelle les Français sont venus ici, c'est parce que le fleuve Saint-Laurent, la vallée du Saint-Laurent, était la seule voie d'entrée naturelle de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. Et ça, c'est jusqu'à Panama. Panama, le canal n'existait pas à ce moment-là. Et pour la vallée du Saint-Laurent donne accès au Grand Lac, qui sont la plus grande mer intérieure du monde, qui donne accès au centre du continent le plus riche du monde, l'Amérique du Nord. Alors, vous réalisez que c'est extrêmement payant. Alors, les Anglais nous ont envahis à coups de canon, ils ont tué du monde, ils ont détruit des milliers de fermes, ils ont détruit la moitié de Québec pour prendre le contrôle, pour nous voler la vallée du Saint-Laurent. Ils l'ont volé, et jusqu'à aujourd'hui, nous payons tout ce qu'il y a dans la vallée du Saint-Laurent, les 8 ponts très très hauts qui coûtent très cher parce qu'il y a des bateaux qui passent en dessous, ils sont très hauts à cause de ça, ils sont très longs parce qu'il faut bien mettre l'autoroute au niveau des ponts. On a tout payé ça, les 8 ponts. On a tout payé la Transcanadienne au Québec parce que c'est court. La Transcanadienne au Québec, elle est très courte, elle est unique. Il y a deux tronçons, mais ils se réunissent à Montréal, puis ensuite c'est une voie unique. La voie maritime coûte rien au Québec. La voie maritime, en fait, elle commence à Montréal, où ils commencent à mettre des écluses. Mais à partir de Montréal jusqu'au l'océan Atlantique, c'est économique. On fait des petits profits continuellement, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, chaque siècle. Ça nous a été volé. Ils nous ont tout fait payer ce qu'il y avait au Québec, plus tout ce qui a été développé dans l'ouest du Canada quand on était 90, 70, 50, 35, 25% de la population. Et ça continue aujourd'hui avec les territoires du Nord, qu'on continue de financer avec nos taxes fédérales. Même s'ils nous ont tout fait payer ici, on ne fait pas de profit avec la vallée du Saint-Laurent, parce que tout ce qui traverse le Québec, ça appartient au gouvernement fédéral et c'est gratuit. Quand je dis que c'est gratuit, ça ne veut pas dire que, par exemple, la voie maritime du Saint-Laurent, il y a des frais de passage, mais c'est payé à Ottawa et c'est une organisation sans but lucratif, c'est-à-dire que ça sert seulement qu'à payer les dépenses. Mais nous, au Québec, on ne fait pas de profit avec ça. Alors, le résultat, on en parlait tantôt, il y a à peu près 45 minutes. Toronto est la seule grande ville très riche de la région des Grands Lacs. Comment est-ce que ça se peut que tout aille si bien à Toronto, alors que toutes les grandes villes du sud, de la rive sud des Grands Lacs, sont en décadence, c'est devenu des poubelles, c'est des villes, ils veulent détruire le corps de Détroit avec des bulldozers pour faire de la place parce qu'il n'y a personne qui habite plus là. Alors, puis on parle de grandes villes comme Chicago, Milwaukee, Détroit, Buffalo, Cleveland, Rochester, sans parler de toutes les autres petites villes qui sont dans ce qui s'appelle aux États-Unis la ceinture de rouille, le Rust Belt. Toronto, qui est sur la rive nord du lac Ontario, qui est complètement à l'extérieur du Canada, les gens ne réalisent pas ça, mais c'est complètement à l'extérieur du Canada. Toronto, toute la partie peuplée de l'Ontario est imbriquée dans l'économie des Grands Lacs. Pensez à l'économie de l'automobile, par exemple. Alors, l'Ontario est très riche. Toronto, c'est une ville très riche. Vous allez là, le stade des Blue Jays, puis la tour du CN, puis un centre-ville plein d'activités, puis ils reçoivent 100 000 immigrants par année. Détroit a perdu plus que la moitié de sa population. Chicago perd. Qu'est-ce qui se passe à Toronto? Est-ce qu'ils sont assis sur des diamants, sur de l'or, sur du pétrole? Y a-tu une source magique? Non. C'est que Toronto a sa richesse, plus la moitié de la richesse du Québec. Ils ont déplacé tout ce qu'ils pouvaient de Montréal vers Toronto, c'est-à-dire la Bourse de Montréal, nos sièges sociaux. J'ai vérifié ça l'autre jour à l'épicerie. Grenache et Habitant sont deux compagnies qui ont été fondées par des Québécois francophones au Québec, ont été déménagés en Ontario. Wow. L'usine de GM à Boisbriand a été déménagée à Oshawa.
la Bourse de Montréal, les sièges sociaux, enfin, c'est comme ça, c'est continuel. Et ce qu'ils font ici, par exemple, la Bourse de Montréal, ça c'est pas la Bourse de Montréal, pardon, la Banque de Montréal, a un petit truc de rien, c'est en face de la basilique Notre-Dame, c'est un petit truc de rien, c'est à 5 étages de haut. Ça, c'est le siège social. C'est une plaque qui est dans le mur, en fait. Le centre des opérations à Toronto occupait jusqu'à il y a quelques années, c'est peut-être encore le cas, la plus haute tour à bureau du Canada. Wow. The First Canadian Place. Bon, ça c'est la Banque de Montréal. Puis la Banque de Montréal se fait appeler BMO dans le reste du Canada. Ils ont enlevé Montréal parce que ça c'est mauvais, c'est négatif dans le reste du Canada pour aller chercher des clients. Alors, ça vous montre, quand je dis que la géopolitique a un impact dans la vie de tous les jours, et notamment sur le fait que l'indépendance va être un phénomène payant, donc, ça le donne. Bon, maintenant, il y a un autre élément que je voulais donner qui est important. J'ai dit que les êtres humains se déplaçaient dans un sens est-ouest, de préférence, quand ils émigrent, ça c'est quand les pays sont vides, ou du nord vers le sud. Puis que le Canada était dans un sens anormal, c'est-à-dire que les gens viennent du sud vers le nord, ça ne durera pas, la richesse va finir par s'égaliser, on le sait, là, ça se développe partout dans le monde. Mm-hmm. Et que le Canada se développait de l'est vers l'ouest, c'est-à-dire que la richesse tout remontait vers l'Ontario, alors que normalement ça devrait descendre. Bon, ça c'est anormal. Mais ça, c'est les êtres humains qui se déplacent comme ça. Du nord vers le sud et de l'ouest vers l'est dans le cas du Canada, mais le vrai sens, c'est du centre des continents vers les côtes. Et aujourd'hui, la vaste majorité des très grandes villes du monde sont situées sur le bord des océans ou, comme Montréal, ou même Chicago ou Toronto, sur le bord de fleuves ou de lacs qui mènent à l'océan. Dans le cas du Québec, ben, on est obligé d'aménager aux frais des Québécois, on a payé quart, la voie maritime, c'est là. Maintenant, c'est parce que c'est des notions que je vais introduire plus tard. Ce qui est très important de comprendre, c'est que si les êtres humains, pour émigrer, ont tendance à aller dans une bande est-ouest, c'est-à-dire parallèle à l'équateur, le commerce a tendance à se faire dans un sens nord-sud, mais surtout pour les produits vivants. C'est-à-dire que les oranges viennent du sud, enfin tous les agrumes, nous autres on achète beaucoup de choses qui viennent de Californie, d'Israël, enfin des fruits, des choses comme ça. Alors que les produits manufacturés, on échange des produits qui viennent du sud, des produits vivants, là, je pense au caoutchouc vivant, entre autres, tout ça à travers l'histoire, là, le sucre, le tabac, ça venait du sud, puis nous on échangeait pour des produits manufacturés ou pour du minerai. Mais le commerce c'est pas, évidemment qu'il y a beaucoup de commerce dans le sens est-ouest, mais le commerce complémentaire, pour ce qui est des choses vivantes, c'est le commerce qui vient du nord par rapport au commerce qui vient du sud. C'est-à-dire, par exemple, nous, on vendait des fourrures, alors qu'eux, ils nous vendaient des agrumes ou ils nous vendaient du rhum. Le rhum, c'est un produit de la canne à sucre, un sous-produit de la canne à sucre. Alors ça, c'est important de savoir ça. Alors, là, les êtres humains se déplacent de préférence dans un sens est-ouest et le commerce se fait de préférence du nord au sud. Maintenant, il y a une autre affaire qui est implicite dans tout ce que j'ai dit, et ça c'est très important, j'en ai parlé, c'est l'importance des océans, l'importance de l'eau, l'importance des lacs, l'importance des fleuves navigables. Les océans occupent 71% de la surface de la Terre, ils ont en moyenne 4000 mètres de creux, c'est en moyenne, évidemment il y a des récifs, il y en a qui vont jusqu'à 11 000 mètres là, dans la fosse des Mariannes, mais en moyenne, là, les océans ont 4000 mètres de creux, c'est-à-dire que c'est très facile de se déplacer sur les océans sans accrocher le fond. Il suffit de cartographier les récifs et les îles affleurantes. Alors, quand vous allez sur l'océan, l'eau, ça c'est la loi d'Archimède, encore une fois, c'est de la science. L'eau permet de supporter des masses gigantesques. Il y a des bateaux de 750 000 tonnes qui flottent aujourd'hui. Je suis presque sûr. Enfin, il y en avait il y a quelques années. Il y avait même un moment donné, il voulait faire un bateau d'1,5 million de tonnes. C'est des bateaux qui sont tellement immenses pour transporter du pétrole. Bien sûr. C'est des bateaux tellement immenses qu'ils ne touchent jamais la côte. Ils restent sur l'océan, puis c'est des pipelines qui vont chercher le pétrole ou qui vont livrer le pétrole. C'est-à-dire qu'un coup que le bateau est construit, il est loin de la côte, il est construit en Corée, en fait, dans des trucs qui sont très creux. Puis ensuite, il ne touche jamais plus la côte. En fait, il ne va plus jamais la côte. Parce que c'est des bateaux qui sont trop gros. Alors ça, c'est le phénomène, c'est l'eau qui porte. Alors, c'est possible avec un bateau à voile, on pense à Christophe Colomb, par exemple, ou à Magellan, de faire le tour du monde avec remplissant la cale avec un peu de nourriture. Et on fait le tour du monde avec une voile sans effort. Parce qu'on peut aller dans toutes les directions, on peut s'aider du vent, on peut s'aider des courants. Alors, les océans, c'est là que se fait le commerce dans le monde. C'est très important. Plus, bien sûr, les fleuves navigables.
Alors, ça, je vais en reparler un autre temps parce que c'est extrêmement intéressant au niveau des continents. Un continent comme l'Europe est un continent où il y a beaucoup, beaucoup de fleuves navigables. Soit des fleuves qui sont naturellement navigables, comme la Seine, la Tamise. Paris est au bout de la Seine. La Tamise, Londres est au bout de la Tamise. Et c'était navigable jusqu'à Londres. C'est pour ça que Londres était là. Montréal est au bout du fleuve Saint-Laurent, juste avant les rapides de la Chine. L'océan Atlantique à Montréal, au Québec, commence à Montréal. Même chose pour Saguenay. Alors, quand on a un pays comme le Québec, par exemple, qui est un pays naturellement commercial, la Nouvelle-France était une colonie commerciale. Les Français sont venus ici parce qu'ils étaient les plus forts, puis ils ont pu s'emparer de la seule voie d'entrée de sens est-ouest de tout le continent nord-américain. Alors, ils sont installés au Québec, ils ont fondé Québec, ils ont fondé Trois-Rivières, ils ont fondé Montréal, et c'était une colonie commerciale, parce que c'est un pays commercial. On peut se rendre jusqu'à Montréal. D'ailleurs, Jacques Cartier, quand il est venu ici pour explorer, il s'est rendu à Montréal. D'ailleurs, je pense que c'est à Montréal qu'il s'est fait dire que ça s'appelait Canada. C'est là qu'il est pris. Mais je ne suis pas certain. En tout cas, toujours est-il que c'est parce que c'est navigable. Alors, un pays commercial comme le Québec devrait normalement avoir un peuple commercial, un peuple marchand. Ce que nous étions avant 1760, où les Français qui étaient ici, on avait des classes sociales supérieures, très, très, très nombreuses par rapport aux autres peuples, pour la simple et bonne raison qu'on faisait du commerce. À l'époque de Jean Talon, 30% des hommes du peuple allaient se perdre dans la forêt continuellement pour faire du commerce. Il bien coucher avec des Indiens, mais il manquait de femmes. Mais ça ne changeait rien que pour vivre, il était obligé de faire du commerce, c'est-à-dire le commerce des fourrures. On avait tous les gens là, que vous voyez dans l'histoire du Canada, c'était tous des gens instruits, ça, Marguerite Bourgeois, Jeanne Mance, Joliette Lassalle, le père Brébeuf, le père Lallemand, Louis Hébert, l'ancêtre de tous les Québécois, le premier cultivateur d'Amérique du Nord. C'était pas un fermier qui cultivait debout en Europe. C'était un pharmacien, un apothicaire. Alors, les Québécois étaient un peuple très instruit, et parce que c'était une colonie commerciale, et ça prenait toute une infrastructure administrative. Il y avait des capitaines de bateaux, tous des gens qui savaient faire fonctionner des sextants, toutes ces choses-là. Alors, c'était très développé pour faire du commerce. Et quand on a été envahi en 1760, on a été envahi par un peuple de commerçants qui sont venus d'Angleterre. L'armée d'invasion est venue d'Angleterre, qui est un pays maritime, qui voulait prendre le contrôle de la vallée du Saint-Laurent. Et c'est pour ça qu'ils ont expulsé nos chefs, qui sont repartis en France, et on s'est retrouvé un paquet de fermiers, et ils nous ont tassés, de façon à garder tout l'avantage du pays commercial, qui est le Québec. Et ça, c'est extrêmement important au niveau historique, et c'est pour ça que depuis 258 ans, nous sommes plus pauvres que nos envahisseurs. On est restés, et on va encore le rester pendant un siècle, 2 siècles, 10 000 ans, parce que là, c'est la province la plus pauvre du Canada, et qui va le rester parce que notre principale ressource naturelle, qui devrait nous enrichir à milliards, la vallée du Saint-Laurent, nous a été piquée. Bon, maintenant, il y a une chose également qui est très importante dont je vais parler, mais ça c'est un petit peu à part, mais c'est quand même important de le dire. C'est les êtres humains en s'éparpillant sur la planète, en formant des peuples. Les gens réalisent rarement que dans l'histoire, l'élément le plus important de toute l'histoire humaine, ça a été les épidémies. Et c'est extrêmement important dans le cas du Québec. Ça a été également important dans toutes les Amériques. La raison pour laquelle les Amériques, qui étaient peuplées par des dizaines de millions d'Amérindiens, sont devenus des pays occidentaux, européens, même dans beaucoup de cas, des peuples blancs. C'était à cause des épidémies qui ont détruit les peuples autochtones, qui se sont effondrés d'un coup, puis ça a duré très longtemps. Dans le cas du Mexique, c'est 90% de la population qui aurait disparu en 50-60 ans. Alors, c'est un pays très peuplé. Mais ils étaient tellement nombreux qu'encore aujourd'hui, c'est un peuple métis, mais c'est devenu un peuple métis. C'est-à-dire que c'est les Européens qui ont donné, en mariant des Autochtones, ils leur ont donné les immunités que les Européens avaient ramassées pendant des milliers d'années, parce que pendant au moins 15 000 ans, certains disent 30 000, les Amérindiens ont été isolés des maladies de l'Ancien Monde. Ils ont été isolés parce qu'il y avait des océans, mais également parce qu'ils venaient de la région de Sibérie, qui était isolée du reste à cause de la glace, du froid. Alors le résultat, c'est que quand les maladies européennes sont arrivées en Amérique,
l'Amérique a été dépeuplée jusqu'en Alaska, puis ça c'est bien avant l'arrivée du premier blanc, du premier explorateur blanc, parce que les maladies se transmettaient d'individu à individu très 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 rapidement à travers le continent, simplement par des échanges commerciaux. Alors ça a été extrêmement important, c'est un élément qui va revenir probablement très souvent dans l'avenir avec la suite de ce que je vais vous expliquer. La prochaine émission, j'aimerais parler, j'en ai parlé un peu tantôt, je vais parler de l'accélération de l'histoire qui est extrêmement importante, comme je l'ai dit, dans le contexte actuel. Parce que à chaque nouvelle révolution technologique qu'on a vécue au cours des 700 000 ans passés, a eu pour effet d'accélérer l'histoire de l'humanité, qui est passée d'un rythme lent, comme les animaux, à un rythme hyper rapide aujourd'hui, et encore plus rapide dans l'avenir. Mais j'aime bien dire aux gens pourquoi je fais tout ça. Moi, je suis pas... Contrairement à beaucoup de politiciens au Québec, moi je fais pas d'argent avec ça, là. C'est pas payant, là. Mon livre, ça rapporte presque rien. Les vidéos que je fais aussi, c'est pas quelque chose, on peut pas vivre de ça, là. Moi, la raison pour laquelle je me mêle de ça, la raison pour laquelle je suis obligé de me battre, comme beaucoup d'indépendantistes québécois, je suis obligé de le faire sans aide, je suis obligé de le faire sans l'aide des politiciens qui, eux, gagnent des salaires de 150 000 par année, puis qui nous ont essentiellement, ils essaient de se faire élire. C'est pas de la méchanceté, hein. Moi, je disais ça tantôt sur Lucien Bouchard, même sur Justin Trudeau, là. Moi, c'est une chose qui m'a toujours frappé quand on parle avec des gens qui partagent pas nos idées, de découvrir que l'être humain est fondamentalement bon. Les gens, quand ils croient quelque chose, c'est parce qu'ils ont tort. S'ils ont tort, il faut leur prouver qu'ils ont tort. Ce qui est plus difficile à faire, c'est de convaincre quelqu'un qui s'est compromis en faveur d'une idée, de le faire changer d'idée. Ça, c'est parce qu'il est compromis. Puis là, il a peur de dire qu'il a eu tort, puis là, de rougir de ses anciennes croyances. Ça, c'est vrai. Mais en général, la population, quand on lui explique les choses, puis que c'est convaincant, c'est vrai. Moi, la vérité n'a pas besoin d'être défendue. Alors que le mensonge, c'est comme les allumettes, hein, ça sert juste une fois, on se rend compte que c'est un mensonge, c'est fini. Et ce qui arrive avec la propagande, c'est que quand personne ne répond pour contredire ce qui est dit, ça devient un fait. Ça devient un fait à l'état pur. Par exemple, que l'indépendance, c'est quelque chose qui va coûter cher. Puis ça devient dans le discours, mais c'est implicite. Alors que moi, je sais que c'est pas vrai, puis je le démontre. Je le montre de façon très claire. Et c'est quelque chose qui peut être assez long. Je parlais tantôt du phénomène de la conversion. À un moment donné, les gens sont obligés de marcher sur leur orgueil. Puis de dire, oui, c'est le gars que j'aime pas, c'est lui qui avait raison. D'habitude, quand ils aiment pas le gars, ils évitent de le dire. Puis ils ont été convertis, si on veut, mais ils veulent pas l'admettre, parce qu'ils veulent pas admettre à leur beau-frère que c'est toi qui as eu raison. Mais en général, la population admet, oui, ça c'est vrai. Et moi d'ailleurs, c'est la base, là, c'est la base de ce que je fais. Si ce que je dis est faux, moi je dis souvent, ça me dérange pas d'avoir tort. Ce qui me dérange, c'est de pas corriger mes erreurs. Oh, t'as bien vu. Oui, c'est ça que ça donne. Pourquoi est-ce qu'on se... parce qu'on cherche la vérité. C'est Talleyrand, ministre des Affaires étrangères de Napoléon, il disait Dieu a donné la parole à l'homme pour cacher sa pensée. C'est un diplomate en passant. Alors, il était tout le temps en train de mentir. Mais moi, j'ai pas d'intérêt autre que... oui, j'ai un intérêt. J'ai un gros investissement qui a été fait. J'ai travaillé pendant des décennies pour faire augmenter l'indépendance. Puis moi, comme tout le monde, je disais, ça va venir parce qu'on montait. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a monté sans aide des politiciens. Ça a l'air de rien, mais moi, tout le long de ma vie, je me disais, pourquoi est-ce qu'ils disent pas ça? Moi, je savais, j'ai toujours su ça, qu'il y avait des frais de passage au canal de Panama, au canal de Suez. Apparemment, au Québec, c'est du radicalisme, puis de l'extrémisme, puis de la révolution, de vouloir mettre des frais de passage sur la voie maritime du Sénat. Mais pourquoi? Ils font ça. Le même bateau plein de conteneurs qui arrive de Chine, qui passe au canal de Panama. Un petit peuple de 4,5 millions d'habitants, là. Pauvre, faible.
Excusez-moi, monsieur les Panaméens, est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît? Oui, vous passez, mais c'est 125 000. Il paye 125 000. Il arrive au Québec, tassez-vous, les Québécois, les racistes, là, les extrémistes qui veulent mettre des droits de passage, on passe gratuitement. C'est des conneries, tout ça. Puis moi, j'entendais ça, puis les politiciens le disaient pas. Puis je l'ai dit, puis moi, j'étais un gars de la base, là. Moi, je suis pas politicien. Fait que quand il y avait une élection, j'allais travailler. Puis quand il y avait un référendum, ben en 80, j'ai pas pu, là, j'étais au Kenya, mais en tout cas, j'ai toujours fait ma part pour convaincre les gens. Puis les politiciens foutaient rien. Alors, on a monté tout seul, sans aide, sans argent. On a passé de 0%, 5%, 20%, 25%, 30%, 40%, 45%. Curieusement, ça s'est arrêté à 50%. Comment ça se fait que personne ne se pose la question? Pourquoi ça s'est pas arrêté à 22%, ou à 37%, ou à 72%, ou à 91%? Pourquoi ça s'est arrêté précisément à 50%? La raison est simple, c'est que jusqu'à 50% des politiciens se servaient de nous pour se faire élire, à chercher des pensions. Ouais. C'est une belle vie, là, un politicien. Moi, 2 mandats, je crois que c'est pension à vie. Ouais, au début, c'était pire que ça. Comment est-ce qu'il s'appelle? Claude Charon. Il a pris sa retraite à 30 ans. Ah oui. Le gars, il a eu une pension à partir du premier jour. Ben là, tu te dis, ouais, c'est exagéré. Là, je sais qu'ils ont diminué. En passant, il faut pas trop niaiser avec ça. Ça, je peux en reparler, là. Mais, les pensions? Non, il faut bien payer. Les gens, à un moment donné, là, nous autres, on travaille fort, puis on gagne 42 000 par année, puis lui, il gagne 150 000. Non. Il faut bien payer les policiers, les juges, les politiciens, puis très, très bien les payer. Parce qu'il n'y a rien de pire que la corruption dans un pays. Si vous ne payez pas bien ces gens-là, même s'ils ne foutent rien, même si le policier est dehors dans son char, si vous le payez mal, il va se mettre à voler. Puis là, ben, tout l'argent qui sert à développer les routes, les écoles, les universités, tout ça, là, ça passe dans la corruption. Puis ils ont le problème en Inde. J'ai vécu ça en Inde, au Brésil. C'était de folie. C'est quelque chose, c'est horrible. Mais ceci étant dit, les gens regardent les politiciens et ils disent « ils gagnent des gros salaires, ils foutent rien. » D'abord, ils font quelque chose. C'est pas vrai qu'ils font rien. Mais dans le cas des politiciens, notamment le Parti québécois, écoute, on a travaillé pour les faire élire. C'est parce que l'idée, c'est ça l'idée, c'est que c'est des étapes. Il faut d'abord se faire élire pour faire le référendum. Après le référendum, on fait l'indépendance. Mais là, ils sont tout le temps en train de reporter ça. Plus tard. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à 50%. Puis ils ont bloqué quand on est arrivé à 50%, puis quand on a dépassé 50%. 55% dans le cas de Lucien Bouchard en 1996. Puis dans le cas de Bourassa, qui était fédéraliste, ça se comprenait mieux. Il a atteint 66% dans le temps du lac Meech. Quand il marchait sur le drapeau québécois, là, les anglophones en Ontario, là, ça a monté à 66%. Vas-y, fais l'indépendance. Non, ça va coûter cher l'indépendance. Ça, c'est l'idée de base. Alors, ça va coûter cher l'indépendance, c'est ce que nous a dit Lucien Bouchard. Il faut faire le déficit zéro, il faut réorganiser l'État, il faut tout remettre en État, parce que ça va coûter cher, c'est ce qui est implicite. Puis, le résultat, c'est que ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que le Parti québécois qui promet de ne pas en parler du tout. En fait, c'est Couillard qui voudrait parler d'indépendance à la prochaine élection. Imaginez. Alors, c'est lui qui va en parler. Pourquoi? Parce que ça va coûter cher, l'indépendance, ça va être nuisible. Puis le Parti québécois est d'accord. On peut même pas se faire élire à 30% du vote en parlant d'indépendance. Puis ils vont faire ça à la fin du premier mandat. Deuxième mandat, pardon. Oui, exact. Puis ils vont gagner à 50% plus 1. Ils peuvent pas se faire élire avec 30% en parlant de ça. Fait que c'est toute la mentalité. Autrement dit, mais c'est une dégénérescence qui est normale, là. Ils sont pas méchants dans le Parti québécois, là. J'en ai parlé l'autre jour. Il y a des infiltrés, il y a des salauds, il y en a tout le temps, là. Bon, ils sont payés par le fédéral, c'est clair, comme Claude Morin, qui travaillait pour le fédéral, puis c'était l'espion numéro 1. Comme je dis tout le temps, quand il y a un espion numéro 1, il y a un numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, etc. Il travaillait dans les organisations indépendantistes, puis à un moment donné, là, on se rend compte qu'ils font des drôles de trucs, puis là, ben, c'est clair que, en tout cas, moi, je me disais, ça peut pas être autre chose, comment ça se fait qu'ils bloquent. Quand j'étais dans Oui Québec, ils ont empêché le président de Oui Québec d'appuyer le Bloc québécois à Ottawa. Ben, j'ai dit, pourquoi qu'ils font ça? Ah, ben, c'est parce qu'ils avaient fait, ils me l'ont passé, celle-là, j'ai jamais vu venir, j'étais là. Ils ont mis dans les statuts, comme il y avait Québec solidaire, Option nationale, puis Bloc québécois, Parti québécois, qui défendait l'indépendance au niveau du Québec, de la province, ben, ils ont dit, Oui Québec n'a pas le droit d'appuyer aucun parti politique. Ah oui. Pour le oui, parce que sans ça nuirait aux autres. Si on appuie le PQ, on nuit aux Option nationale. Puis Option nationale, t'es là, une minute, là, Québec solidaire.
Fait qu'ils ont mis ça dans les statuts. Puis quand il y a eu l'élection fédérale, ben là, Paquette, il dit, on va appuyer le Bloc québécois. Puis qu'est-ce que c'est ça, ce sport-là? C'est dans les statuts, t'as pas le droit. Il y a une tempête. C'est excellent. Dans le groupe. Il dit, vous êtes fous? Il y a juste un parti indépendantiste au fédéral, c'est le Bloc québécois. On l'appuie, c'est Paquette qui a raison. Paquette, il était tellement dégoûté par la tempête qui s'est passée là, pour lui dire qu'il n'avait pas le droit d'appuyer le seul parti indépendantiste au fédéral à cause des statuts. Ouais. Il est parti, puis il est devenu candidat du Bloc québécois dans un comté. Il s'est pas fait élire. C'était couru. Mais c'est parce que lui, il est là, il a travaillé fort. Il a travaillé à les indépendants... le groupe là, d'intellectuels pour la souveraineté. Il a travaillé là-dedans. Oui, okay. Après, il a transféré à Cap sur l'indépendance. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il a été à Oui-Québec. Il n'a pas réussi. Il est parti. Puis là, d'après ce que j'en sais, là, il est encore impliqué, mais en tout cas, ça, je sais pas. Il faudrait que je vérifie. Là. Je pense qu'il est beaucoup moins impliqué qu'avant. Mais ça l'a dégoûté. Clairement. À un moment donné, arrêter de rire le monde. Là. Il faut arrêter de rire les gens. Puis le PQ, là, il se dirige vers une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils sont virés contre nous. Ils sont virés contre nous, puis on dit on n'en parlera pas pendant 2 mandats. Ben là, on n'a pas travaillé pour les faire élire, on a travaillé pour avoir l'indépendance du Québec. Alors, fait que moi, ce que je dis, c'est que la seule solution que je vois, je le dis, je le cache pas, je dis que la prochaine élection, ce qu'il faut faire, c'est voter contre le PQ, ne pas voter du tout, si les gens sont pas capables de voter pour quelqu'un d'autre, Québec solidaire ou quelque chose comme ça. Option nationale a disparu. Fait qu'on se retrouve avec tous des partis fédéralistes ou pseudo-fédéralistes. Laissons-le couler, puis après, parce que le Parti québécois ne disparaîtra pas, même s'il devient archi-fédéraliste, même s'il demande la disparition de la loi 101, il ne disparaîtra pas. Il va toujours avoir des gens qui vont voter pour lui. Alors, il faut reprendre le contrôle. Il faut que les indépendantistes qui ont été jetés dehors du PQ, dont PKP, dont tous ceux qui... Moi, on revient en masse, on reprend le contrôle du parti, on en refait un parti indépendantiste, un vrai. Et si quelqu'un veut pas faire la promotion des avantages d'indépendance, par exemple, parler des ambassades qui vont être ouvertes à Québec, des dizaines d'ambassades avec de l'argent qui va venir de l'étranger chaque année, qui va enrichir... S'ils veulent pas dire ça à la population, aux fédéralistes, puis aux immigrants, puis leur faire comprendre, c'est payant, mais on dit, excuse-moi mon gars, si tu veux te faire élire, va-t'en à Québec solidaire, va-t'en à la CAQ, va-t'en aux libéraux, va-t'en aux conservateurs fédéraux. T'as pas d'affaires ici. C'est un parti qui est fait pour faire l'indépendance. Il faut reprendre le contrôle du parti. Il ne faut surtout pas créer de nouveaux partis indépendantistes. Ça, c'est diviser le vote et assurer la victoire des... C'est ce que fait Québec solidaire. Ils vont parler pendant 30 ans, 50 ans, 10 000 ans, la gauche, la gauche, la gauche, puis ils n'auront jamais le pouvoir parce qu'ils divisent le vote. Alors que les fédéralistes au Québec continuent de se regrouper autour des libéraux, puis ils font rentrer 55 000 immigrants pour nuire. Alors, à un moment donné, là, il ne faut pas créer de nouveaux partis. La seule solution possible, c'est de reprendre le contrôle du PQ, de le nettoyer, d'en refaire un parti indépendantiste et d'exiger que chaque député fasse la promotion de l'indépendance. C'est ça le... Jean-Jacques, j'aimerais ajouter quelque chose par contre ce que tu as dit tantôt. François Saint-Loup au micro. Quand tu étais à la réunion du Oui Québec, puis ils n'ont pas voulu prendre position pour le Bloc. Tout à cause que, peu importe la raison. Les statuts. Les statuts qui disaient qu'on ne pouvait pas appuyer un parti indépendantiste plutôt qu'un autre. Tu sais pourquoi ça a été mis dans les statuts, ça? Parce que Québec solidaire est à l'entour de la table. Puis Québec solidaire, eux, appuient le NPD. Donc, ils se disent souverainistes, mais ils appuient un parti fédéraliste. Et c'est pour ça qu'à l'entour de la table, les gens, à cause de l'influence de Québec solidaire sur les autres, on veut absolument avoir Québec solidaire dans les Oui-Québec, là, dans les mouvements souverainistes, parce que on veut être proche de la gauche. Tandis que la clientèle peut être à gauche, mais peut être à droite aussi. Puis on dirait qu'ils veulent tout faire les courbettes, les courbatures, tout ce que tu voudras. Comme le PQ veut se coller, vous faites la demande 1 an plus tard, peut-être 2 ans plus tard, à Québec solidaire, ils se sont fait virer. On connaît C'est des blagues, là, Québec solidaire. Oui, je le sais, mais ça a une influence. Oui, et même jusque dans Oui Québec, et c'est pour ça que le Oui Québec a pas voulu. Les statuts, c'est peut-être les statuts qui ont été faits avec l'influence aussi de Québec solidaire pour pas appuyer un parti fédéral. Ils savaient très bien que le Bloc québécois existe depuis 1990 et Oui Québec existe depuis 3, 4, 5 ans maximum. Par contre, ça a été voulu, ça. Je vais vous dire une chose, c'est que le Québec solidaire, le PQ, Option nationale, tout le monde a été viré, y compris le Bloc de Oui Québec. À un moment donné, ils ont décidé de pas de les virer, mais ils ont dit on va garder une coopération,
collaboration avec les partis indépendantistes, mais ils n'ont plus droit de vote, puis ils Ouais, n'étaient plus c'est ça. invités. Mais c'est les statuts. En passant, c'est pas quelqu'un de Québec solidaire qui a fait la lutte contre... La tempête a été déclenchée par quelqu'un de tout à fait surprenant. Ouais. Mais, on en reparlera parce que j'ai Max Bradette qui suit à l'autre émission, puis je pense qu'il est pas loin Pas de d'être en problème. ligne. Ben, j'ai été enchanté que vous m'invitiez encore une fois. Puis ça Ah non, sera mais pour la non, mais semaine prochaine. t'es pas invité, c'est ton émission avec en compagnie d'Antoine. Fait que, vrai. j'ai pas, Mais c'est j'ai ton pas poste de invité, radio. mais c'est moi qui s'est invité là à ton émission. Juste pour je voulais juste me mêler un peu de tes affaires, Jean-Jacques. Ça m'a fait plaisir. Salut! Alors, nous, on se reparle dans quelques minutes au Journal du Soir. Merci Et Antoine, voilà. merci Jean-Jacques. Merci, Monsieur Nantel. Encore une fois, très bonne émission, j'en suis bien fier. Merci à tous les auditeurs, bien sûr. C'est pour vous qu'on fait ça. On se retrouve la semaine